Sean Gathright n'a joué aucun rôle dans les fusillades à Tampa. C'était un jeune homme à peine âgé de 18 ans qui s'est retrouvé pris dans un tourbillon ici à Tampa. Il s'est retrouvé mêlé à quelque chose à laquelle, comme vous l'avez entendu ces 5 dernières semaines, il n'a jamais participé. Comme les preuves l'ont montré et comme je vais l'expliquer, il n'a rien fait pour aider sciemment quiconque à commettre les fusillades de Tampa. Le dossier de l'accusation, comme toute affaire criminelle en réalité, peut être considéré comme un puzzle. Et le travail des forces de l'ordre et du procureur est d'essayer d'assembler les pièces. Finalement, à vous de décider si elles s'emboîtent. Si vous avez déjà fait un puzzle, ce qui est sûrement notre cas à tous, vous savez qu'il arrive de voir une pièce. Elle a l'air d'aller. Elle devrait aller à cet endroit. Les couleurs et la forme sont similaires, mais quand tu essayes de la mettre, ça ne rentre pas. C'est la nature des puzzles, c'est ce qui les rend amusants. Sean Gathright est une pièce du puzzle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le système que nous avons. C'est pour ça que vous êtes tous ici. Notre système judiciaire n'est pas parfait, mais c'est le meilleur que le monde ait jamais connu. Et l'une des raisons à cela, c'est que nous avons des protections pour garantir que les gens ne soient pas condamnés à tort. L'une de ces protections consiste à imposer à l'État la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, qu'une personne est coupable. Maintenant, c'est bien tombé que M. Gonzalez se soit arrêté sur le doute raisonnable. C'est là que je vais commencer. Vous entendrez de nombreuses instructions sur la loi demain. Mais l'une d'elles sera une définition du doute raisonnable. Et notre État, je dirais, a une façon étrange de définir le doute raisonnable, car il commence d'abord par définir ce qu'il n'est pas avant de définir ce qu'il est. Et nous avons peut-être discuté de cette instruction lors de la sélection du jury il y a quelques semaines, mais vous entendrez demain que le doute raisonnable n'est pas un simple doute possible, spéculatif, imaginaire ou forcé. Un tel doute ne doit pas vous influencer à rendre un verdict de non-culpabilité si vous avez une conviction ferme de culpabilité. D'un autre côté, et c'est là que commence la définition du doute raisonnable, si après avoir soigneusement examiné, comparé et pesé toutes les preuves, il n'y a pas de conviction ferme de culpabilité. Ou si vous avez une conviction mais qu'elle n'est pas stable, qu'elle vacille et hésite, alors l'accusation n'a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. L'instruction, comme M. Gonzalez vous l'a dit, précise quelques phrases plus loin que le doute raisonnable peut découler des preuves, du manque de preuves et des contradictions entre les preuves. Je vais essayer de formuler mon argumentation autour de ces trois domaines. Je vais commencer par parler des preuves et des contradictions entre les preuves, car ils vont un peu de pair dans ce cas, je dirais. Et je veux commencer à parler des relevés téléphoniques, parce que vous avez beaucoup entendu parler des relevés téléphoniques. Différents, toutes sortes de relevés téléphoniques, franchement. Une chose que je veux vous rappeler à tous, c'est que le téléphone de M. Gathright n'a jamais réellement été saisi comme preuve. Les forces de l'ordre utilisent les relevés des antennes relais et les données iCloud obtenues sur mandat de perquisition. Mais la chose dont je voudrais parler un peu, c'est la cartographie des données téléphoniques, parce que vous en avez beaucoup entendu parler de la part de plusieurs témoins différents. Vous en avez d'abord entendu parler par le détective Klein, à qui on a demandé d'aller sur le terrain et d'essayer de corroborer les endroits où il y avait certains signaux d'antenne relais. Et il vous a lui-même dit que c'est souvent un jeu de devinettes. C'est une estimation fondée sur les relevés que les compagnies de téléphone gardent pour optimiser leur zone de couverture. Vous avez entendu parler de l'avance de synchronisation et des relevés d'appels détaillés. Je vous montre ici une capture d'écran de la pièce à conviction 77 de l'État. Vous vous rappelez sûrement qu'il était difficile de la lire et qu'il fallait attendre 5 minutes pour le chargement. Je ne vais donc pas le faire, la journée est déjà longue, mais vous l'aurez lors de la délibération et pourrez la consulter. C'est beaucoup plus facile à lire sur un ordinateur que sur le système que nous avons ici.
Mais ceci est une capture d'écran qui s'arrête à 4h45 du matin. Et vous verrez qu'il y a des heures d'appel. Et ceci est le numéro de téléphone de M. Gathright. Des connexions qui s'étendent d'environ 4h34 à 4h45. Donc, juste au moment où les fusillades ont lieu, vous verrez que il y a plusieurs connexions dans cette zone autour du moment de la fusillade. Mais en même temps, à 4h39, le téléphone se connecte au secteur nord de cette antenne qui englobe l'Airbnb. C'est aussi juste au sud de l'avenue Fletcher, bien au nord des fusillades. Si vous vous rappelez comment le détective Ramos a décrit cette zone, et c'est vraiment tout ce qui est impliqué dans cette affaire, ça va juste au nord de Fletcher, au sud jusqu'à Bush, essentiellement entre Nebraska et juste après McKinney. Mais juste entre l'Airbnb et la fusillade, il y a tout le campus de l'USF. Donc, comme il l'a décrit, pour aller de l'un à l'autre, il faut soit traverser l'USF, soit contourner celui-ci. Donc, ces résultats, je pense, vous suggèrent, et je vais vous en montrer un autre, qui est une capture d'écran de 4h54, ce qui est un peu après l'homicide. Ici, des téléphones se connectent aux antennes relais de la zone. Je vous montre cela pour souligner que ces relevés ne sont pas fiables pour localiser précisément. Parce que, pendant cette période, le téléphone se connecte partout dans toute cette zone en seulement 10 minutes environ. Mais la seule chose dont on peut être assez certain avec ces relevés, et le détective Ramos l'a même expliqué, c'est que les téléphones ont 3 ensembles. Les antennes ont 3 secteurs. Et même s'il s'agit d'une estimation pour dire où le téléphone peut se trouver dans la portée de l'antenne, la seule chose dont on peut être assez sûr, c'est qu'il se trouve dans l'un des 3 secteurs de l'antenne. Et si vous regardez attentivement ces connexions téléphoniques, elles sont pratiquement toutes, voire toutes, sur le secteur nord de ces antennes. Il y en a quelques-unes sur les côtés est ou ouest qui couvrent une partie de la zone nord, mais presque toutes sont sur les secteurs nord des antennes. Et c'est très important à cause de cette antenne juste ici. Parce que nous savons que l'antenne se trouve juste ici, dans cette zone du campus de l'USF, et en fait du côté nord du campus de l'USF. Le téléphone se connecte au secteur nord de l'antenne à quelques secondes près du moment où la fusillade se produit. Maintenant, vous vous demandez peut-être, eh bien, comment ces autres connexions se produisent-elles ici en bas? Elles sont toujours sur les côtés nord des antennes. Donc, il est tout à fait raisonnable que le téléphone puisse être plus éloigné, mais qu'il se connecte au signal le plus fort, qui pourrait être l'un de ceux-ci, mais il ne peut raisonnablement pas se trouver au sud de cette antenne, car il ne capterait pas ce secteur de l'antenne. Et c'est la seule chose dont nous sommes certains. Encore une fois, vous l'aurez à votre disposition. Vous aurez le PowerPoint. Lancez-le et observez où ces téléphones se connectent. Cela vous montre non seulement à quel point il est peu fiable de suggérer que ces relevés d'antenne peuvent vous donner des emplacements précis, mais faites attention au secteur qui est touché. Parce qu'il n'y a aucune explication, et vous n'avez pas entendu d'explication, sur la façon dont nous nous trouvons du côté nord de ce secteur, juste au moment où la fusillade vient d'avoir lieu. Maintenant, beaucoup de choses ont aussi été extraites du téléphone, on pourrait dire, mais en réalité, cela vient surtout du mandat de perquisition visant iCloud. Et l'État a en quelque sorte choisi certains éléments de preuve à mettre en avant et à suggérer qu'ils sont révélateurs de culpabilité. Je vous demande de regarder l'ensemble de la situation, de faire attention aux horaires et de prêter une attention particulière à toutes les preuves entourant ces éléments qui ont été extraits du téléphone. Vous en avez entendu parler, et Franklin, je ne sais même pas pourquoi, mais vous avez entendu parler du compte Instagram de M. Gathright, mais l'inspecteur Ramos lui-même a dit qu'il n'y avait vraiment rien de pertinent sur son compte Instagram. Certains en avaient, mais pas celui de M. Gathright. Une autre chose que vous verrez en consultant les relevés téléphoniques, c'est qu'il y a très peu de communication entre M. Gathright et n'importe lequel des co-accusés, à l'exception de M. Chance, qui est un ami,
mais encore une fois, presque aucune communication entre lui et l'un ou l'autre des Murphy ou toute autre personne qui aurait été impliquée dans cette prétendue conspiration. L'une des choses dont vous avez beaucoup entendu parler, c'est le seul message texte envoyé par Rashad Murphy à M. Gathright. Encore un exemple, vous voyez cette pièce du puzzle d'un simple coup d'œil. Peut-être qu'elle semble s'emboîter. Voici ce à quoi je veux que vous fassiez attention. C'est pourquoi elle ne s'emboîte pas. Ce message aurait été envoyé à M. Gathright en réponse à la conversation qu'Isaiah Chance a avec Charles Jones et d'autres personnes en ligne. Et ce qui est dit, c'est d'abord qu'on a des choses bien plus importantes à gérer. Et ensuite, Rashad Murphy dit qu'ils ne valent pas notre énergie. Ceci est en réponse à Chance qui parle à Charles Jones et à son entourage. Rashad Murphy lui-même dit qu'ils ne valent pas notre énergie. Cela ne suggère pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec Charles Jones. Cela suggère justement que ça n'a rien à voir avec Charles Jones, parce qu'il dit que ces personnes à qui Chance parle ne valent pas notre énergie. On prétend que cela veut dire que Sean Guthrie fait partie d'un complot, mais quand on gratte un peu, cela suggère en réalité exactement le contraire. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait d'autre à ce sujet? Ce message a été envoyé le 8 juin,